Voilà, bonsoir à tous. Notre troisième partie sur Canaan, un territoire disputé, on va dire même très disputé. Et la première fois, nous avions fait avant l'ère chrétienne, ensuite l'ère chrétienne, c'est-à-dire quasiment jusqu'en 1900, c'est-à-dire à 1898. Cette troisième partie ne va pas encore aller jusqu'à aujourd'hui parce que, évidemment, les informations sont de plus en plus denses. Donc il faut trier pour essayer de rester sur un fil conducteur par rapport à ce territoire et surtout fil conducteur qui permet de comprendre évidemment l'actualité de ce qui se passe là-bas. Je vais à nouveau recommencer avec la même introduction que la dernière fois parce que je suppose que certains prendront cette vidéo mais pas les précédentes, plus intéressés pour aller directement à des choses un peu plus récentes. Et vu les passions que cela suscite, je préfère reprendre l'introduction pour replacer les choses, surtout par rapport aux messages que j'ai déjà reçus, qui de toute évidence ne font que confirmer mon introduction. Voilà. Donc, introduction. Aborder le conflit israélo-palestinien est compliqué. Sujet qui déclenche beaucoup de passions. Des passions religieuses et spirituelles, entre chrétiens, musulmans et juifs. Politiques, idéologiques, économiques et stratégiques. Historiques et identitaires. Beaucoup de passions. Quand on essaye de parler du sujet avec quelqu'un, un tiers, on se rend compte que très vite arrivent des accusations sur l'un ou l'autre, des parties concernées ou d'autres d'ailleurs, plus élargies. Donc c'est compliqué en fait de rester factuel et concentré sur quelque chose de réaliste et de simple. Les débats prennent parfois, plutôt souvent, des tournures désagréables. On peut difficilement parler longuement avec des amis de la famille ou même un tiers du sujet sans que ça finisse par être tendu. Il est difficile d'en parler de façon rationnelle. Tout de suite, on arrive dans l'irrationnel. Il faut considérer la portée. La première chose à faire, c'est de considérer la portée très limitée du conflit israélo-palestinien. C'est, à mon avis, l'un des points essentiels qui permet déjà de rester dans le raisonnable. Géographiquement, le territoire disputé est très petit, puisque là, on a le territoire général, tel que découpé, 420 km du nord au sud, et 72 km dans sa partie la plus large, d'ouest en est. Donc c'est petit par rapport à la carte du monde. On n'est pas sur un secteur tel que, par exemple, la Russie, ou même l'Afrique, ou le Nord-Amérique, entre Canada et États-Unis, par exemple. On est sur quelque chose de très très petit, puisque c'est l'épaisseur du trait rouge, ici. Donc c'est quelque chose de très petit. Pour montrer, ramené à la France, voilà ce que ça donne. On est très inférieur en superficie à la France. On est même, c'est comme la dernière fois, j'ai oublié de changer, l'équivalent d'une région française. Donc c'est dans l'Est. Donc c'est très petit. Le nombre de victimes du conflit israélo-palestinien est faible. C'est-à-dire qu'à en entendre parler, on a l'impression qu'en fait c'est quelque chose de gigantesque. Il y a des conflits qui ont eu des impacts gigantesques sur la population, on peut le dire. Par exemple, la Chine communiste de 1949 à 1976, 40 millions de morts. La Seconde Guerre mondiale, 20 millions de morts. La Première Guerre mondiale, 8,5 millions de morts. La Première et la Deuxième Guerre du Congo, 6,9 millions de morts. La guerre de Corée, 1,2 million de morts. Je les cite encore parce que c'est assez surprenant d'entendre le nombre de morts de ces guerres
Et quand on parle à certaines personnes de la guerre de Corée ou de la première ou de la deuxième guerre du Congo, c'est totalement inconnu. Alors que c'est effroyable. C'est effroyable, le nombre de morts. Voilà, la guerre civile chinoise, 1,2 million de morts. La guerre du Vietnam, avec 1,2 million de morts. 850 000 morts pour la guerre en Iran-Irak. Pour la guerre civile russe, 800 000 morts. Donc, pour la guerre civile chinoise, à nouveau, mais cette fois-ci de 1927 à 1937, 400 000 morts. Guerre d'Indochine, 385 000 morts. Révolution mexicaine, 200 000 morts. Guerre civile espagnole, 200 000 morts. Guerre d'Algérie, 160 000 morts. Afghanistan, la guerre d'Afghanistan, 150 000 morts. La guerre russo-japonaise, 130 000 morts. La guerre du Rif, c'est-à-dire c'est une guerre qui opposait les colonies espagnoles, 100 000 morts. La première guerre civile du Soudan, 100 000 morts aussi. Le conflit israélo-arabe de 1950 à nos jours, quasiment 70 ans, 51 000 morts. C'est beaucoup. C'est toujours trop, comme je le dis, c'est toujours trop, bien entendu. Mais ramené aux autres conflits du XXe siècle, ça permet de, comme on dit, de mesure gardée. C'est-à-dire, voilà, on relativise, pose les choses. On peut se dire que le territoire étant petit, puisqu'on a vu qu'il était très petit, il est logique qu'il y ait peu de morts. Très logique, en proportion. Alors, faisons un calcul. Prenons la guerre du Vietnam, par exemple. 1,2 million de morts sur 97 millions d'habitants. J'ai pris le nombre d'habitants qu'il y avait dans les années 65-73, pas le nombre d'habitants d'aujourd'hui. 1,2% de la population en 8 ans de guerre. Si je prends 51 000 morts sur la population de 10 millions d'habitants, c'est-à-dire 9,4 millions d'habitants plus 600 000 habitants du côté palestinien, on va dire, on prend tout le monde. À l'époque, au tout départ, on est à 0,5% de la population en 70 ans de guerre. 0,5%. Si je prends la guerre, par exemple, communiste chinoise, donc la Chine, un très très grand pays, 40 millions de morts sur 540 millions d'habitants. Nombre d'habitants en 1949, puisque c'est à cette époque qu'a commencé la guerre. 7,4% de la population en 27 ans de guerre. Prenons la guerre du Congo, les deux guerres du Congo. 6,9 millions de morts sur 44,1 millions d'habitants. Toujours le nombre d'habitants en 1996, à l'époque du début de la guerre. C'est-à-dire qu'on est à 15,6% de la population en 10 ans de guerre. 15,6%. Vous vous rendez compte ? C'est colossal. Maintenant, si je prends le calcul du pourcentage du nombre de morts par rapport à la population de l'époque, du début de la guerre, et en la ramenant par an. On est, pour la Chine communiste, à 0,27%. Alors là où il y a des points d'interrogation, c'est parce que la Seconde Guerre mondiale, faisant intervenir des nations, comme les États-Unis par exemple, qui n'étaient pas impliquées directement dans la guerre au départ, il est difficile de pouvoir ramener à une population, puisque comptabiliser les morts américains par rapport à la population américaine, alors que la guerre n'était en Europe et pas aux États-Unis, vous comprenez que ça n'avait pas de sens. Donc je n'ai pas fait le calcul. Et de la même manière pour d'autres guerres, comme la Première Guerre mondiale, ou alors la guerre du Rif, la guerre civile chinoise, parce qu'elle ne prenait en compte que certaines provinces chinoises. Et je n'ai pas le nombre d'habitants de ces provinces chinoises à cette époque-là, etc. Donc voilà. Et on trouve en fait qu'on est, une fois de plus, pour la première et la deuxième guerre du Congo, à 1,7% d'habitants par an, et dans la guerre de Corée, on est à 2% d'habitants par an. Et sinon, on est, pour les plus faibles, on est à 0,15%. 0,15%. 0,13% pour l'Afghanistan, la guerre russo-japonaise. Faisons le calcul pour le conflit israélo-palestinien. On est à 0,07% de morts par rapport à la population et par an.
0,007, oui. Imaginez. Donc, toujours par rapport à la taille du territoire, en fait, on se rend compte que non. Le conflit israélo-palestinien est terrible, parce que c'est un conflit et il y a de la souffrance. Mais par rapport aux autres, il faut relativiser l'importance de ce conflit. Donc déjà, ça permet d'éviter de monter un petit peu dans des passions exagérées par rapport à ce qui peut se passer. Une fois de plus, je dis, la guerre n'est jamais belle, elle n'est jamais justifiable, etc. Nous sommes d'accord. Mais voilà, c'était tout ça pour montrer qu'il faut mesure garder et rester dans le rationnel. Rester dans le rationnel. Mais sa situation géographique en fait un territoire central. Il est à la croisée des cultures occidentales, orientales et africaines, et ça on va le voir un petit peu aujourd'hui, on va voir que ça va avoir beaucoup d'importance au XXe siècle, puisqu'en fait il est un carrefour, au niveau du continent, des continents Europe, Asie, Afrique, Moyen-Orient. Un carrefour. Il est à la frontière entre deux mondes économiques en plus, le monde des sédentaires et le monde des nomades. Le monde des sédentaires, c'est les fabricants. Le monde des nomades, c'est les commerçants. Donc deux visions économiques totalement différentes. Totalement différentes. Voilà, qui vont se confronter, je dirais, se rencontrer à cet endroit. Donc c'est pas anodin, c'est un lieu géographique qui est très lourd au niveau de l'impact mondial. Voilà, donc je renvoie vers une étude par rapport au monde sédentaire et le monde nomade pour voir un petit peu tout ce que cela implique. Il est revendiqué comme terre sacrée par trois religions antagonistes. Nous avons le christianisme, l'islam et le judaïsme. J'ai montré les cartes ici, avec un judaïsme qui est évidemment très présent en Israël, mais qui est présent un petit peu partout sur la planète. Par rapport aux deux autres religions mondiales, christianisme et islam, qui sont quand même relativement implantées dans des pays et des régions données. Chacune de ces trois religions revendique Jérusalem comme ville sainte. Donc ça rend les choses encore plus compliquées. Mais sa situation historique en fait un territoire conflictuel. Les Moyen-Orientaux reprochent aux Occidentaux de maintenir Israël artificiellement. Les Occidentaux reprochent aux Moyen-Orientaux de vouloir faire disparaître Israël. Donc là, on est dans une sorte de guerre de tranchées, en fait, c'est-à-dire que chacun a sa position. Il faut donc impérativement revenir à des fondamentaux sur ce sujet, des fondamentaux factuels. Et la première chose à faire, c'est de poser les choses de façon factuelle. Parce qu'on se rend compte, quand on parle ou quand on écoute certaines personnes parler, qu'il manque des informations pour équilibrer les choses. Ça ne veut pas dire que cette personne a tort ou elle a raison, mais ça évite de partir dans des passions, dans des positions qui sont parfois complètement erronées, qui peuvent être aussi justes, mais en tout cas qui ne sont pas mesurées, ni factuelles, et rationnelles surtout. C'est ce que nous allons essayer de se faire encore ce soir, c'est de rester factuel. En démarrant, je refais un tout petit retour en arrière par rapport à ce que nous avons vu pour resituer un petit peu là où nous étions arrêtés. 1862, Moses Hess publie son livre « Rome et Jérusalem, la dernière question nationale » dans lequel il revendique la création d'un État juif. Donc dès 1862, c'est-à-dire avant Herzl, avant le congrès sioniste de 1898, qui souvent est donné comme point de départ de l'idée d'avoir un État juif ou hébraïque. C'était bien avant. 1894, l'affaire Dreyfus révèle et ou déclenche, selon les commentaires, ce n'est pas le sujet ce soir, une vague d'antisémitisme en France. Donc on est en 1894, avec le fameux J'accuse d'Émile Zola. 1898, dans la suite du printemps des peuples, où plusieurs peuples ont revendiqué en fait des indépendances nationales, et convaincu par l'affaire Dreyfus que les Juifs ne pourront être en sécurité que dans un territoire à eux, Theodor Herzl organise le premier congrès sioniste à Bâle avec 200 participants de 17 pays, dont 69 délégués de sociétés sionistes. C'est important parce que
ça veut dire qu'il existait préalablement à ce congrès sioniste des sociétés sionistes. Au moins 69. Donc ça veut dire que ça montre bien que l'idée d'un retour était très présent. Très présent. Hein, avec systématiquement, il y a aussi dans la pratique juive, ce fameux, je dirais presque dicton, presque à l'époque, enfin, vu la distance qu'il y avait par rapport à la réalité de ce qu'il annonçait, mais l'année prochaine à Jérusalem. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui était répété tous les ans, l'année prochaine à Jérusalem. Donc ça montre bien qu'il y a quelque chose qui était sous-jacent. C'est pas tout d'un coup Theodor Herzl qui a énoncé une idée, qui a dit tiens, et oui, tiens, ce serait pas mal. Voilà. À Bâle. Les Israélites, et alors là, j'essaie de faire attention aux termes parce que si je dis les Juifs, vous savez que normalement, le terme juif ne doit s'appliquer qu'à des personnes judaïsantes. C'est-à-dire que le terme juif décrit une personne qui pratique le judaïsme. Un Israélite, c'est quelqu'un... Alors, un Israélite, c'est quelqu'un qui est de la racine de Jacob, Israël, un Israélite, à ne pas confondre avec un Israélien qui est un habitant de l'État d'Israël. Parce que très souvent, ça paraît évident, mais très souvent dans les discussions avec les gens qu'on peut avoir, il y a un tel mélange dans les termes que ça rend les choses très compliquées. C'est comme de dire qu'un arabe est un musulman ou qu'un musulman est un arabe. Ce n'est pas la même chose. Même si, évidemment, l'islam est une religion issue du monde arabe et très présente dans le monde arabe, mais on ne peut pas dire que c'est la même chose. On ne parle pas du tout de la même chose. Les Juifs s'opposent. Les Juifs religieux, les Juifs, ils sont religieux les Juifs, parce que les Juifs, c'est les pratiquants du judaïsme, considèrent que la création d'un État est contraire à la parole de Dieu. Et les laïcs, pour la majorité socialiste, à l'époque, considèrent que seul le socialisme pourra les protéger et que c'est en étant présent un peu partout qu'il sera possible de lutter contre l'antisémitisme. L'idée, c'est de se dire, mais si on se réfugie tous à un seul endroit, on ne luttera pas contre l'antisémitisme. Ce qui n'est pas forcément stupide non plus comme position. Mais c'est sûr, il faut tenir compte que l'idée de la création d'un État, au départ, en 1898, trouve une opposition farouche chez les Juifs et les Israélites juifs, enfin, voilà, toute la communauté en tout cas, israélite. Puisque souvent on a l'impression que c'est pas le cas, mais voilà, petit point de départ qu'il faut connaître. En 1900, l'Empire ottoman s'oppose farouchement au projet d'établissement d'un État juif. L'Empire ottoman, voilà. Nous sommes en 1900, donc tout début du XXe siècle. Tout début du XXe siècle. Petit détour. Bien comprendre ce que cela implique. En 1900, l'Empire ottoman est divisé en provinces, qu'on appelle les vilayets, composées de subdivisions de second, il y a deux fois de second, de second niveau, les sanjaks. Voilà le découpage de l'Empire ottoman au début du XXe siècle, avec les vilayets et les sanjaks. L'Irak et le Koweït n'existaient pas, de même que le Liban. Il s'agissait à l'époque du sanjak de Beyrouth, mais ce n'était pas le Liban, avec des frontières d'ailleurs un petit peu différentes. La Syrie n'existait pas. Il s'agissait du sanjak de Damas et du vilayet d'Alep. La Jordanie n'existait pas. C'était le sanjak de Zor, et Israël évidemment n'existait pas, on parlait du sanjak de Jérusalem. Il s'agissait donc de sanjak, c'est-à-dire de sous-provinces, on va dire, qui étaient regroupées en vilayet, c'est-à-dire comme pour nous on a des régions et des départements, c'est un peu la même chose. Et donc les pays dont on parle, dont on va parler, Irak, Koweït, Liban, Syrie, Jordanie, Iran, etc., n'existaient pas. L'Irak devient indépendant du Royaume-Uni le 3 octobre 1932. C'est-à-dire que l'Irak, en tant que pays, existe depuis 1932.
Le Koweït devient indépendant du Royaume-Uni le 19 juin 1961. C'est-à-dire que le Koweït, avant 1961, n'existe pas en tant que pays. Le Liban devient indépendant de la France le 22 novembre 1943. C'est-à-dire que le Liban existe en tant que pays, indépendant, un pays avec national, etc., en 1943. La Syrie devient indépendante de la France le 17 avril 1946. La Jordanie devient indépendante du Royaume-Uni le 25 mai 1946. L'Arabie Saoudite est créée le 23 septembre 1932. Le Qatar devient indépendant du Royaume-Uni le 3 septembre 1971. Ça rapproche, hein. On parle de pays, on a l'impression qu'ils sont là depuis des milliers d'années. Alors évidemment, avant ces pays, il y avait des gens, il y avait de la population, il y avait une histoire, il y avait l'Empire perse, il y avait plein de choses, bien sûr. Mais le pays en tant que tel n'existe qu'à partir de cette date-là, avec un découpage frontalier tel qu'il est aujourd'hui, qui date de cette époque-là. Et avant cette époque-là, le découpage n'était pas du tout le même. Pour la plupart des pays, ce n'était pas du tout le même. L'État impérial d'Iran est une monarchie de 1925 à 1975 et devient la République islamique d'Iran à la fin de la révolution iranienne en 1979. Donc la République, enfin le pays tel qu'on le connaît aujourd'hui, date de 1979. Avant, il s'agissait d'une monarchie. Alors, bien sûr qu'il existait, mais c'était une monarchie, c'était un principe totalement différent. En tout cas, et la monarchie est apparue en 1925. Donc tout est apparu au XXe siècle. Hein. C'est-à-dire on joue dans une, on pourrait dire une cour d'école. C'est tout petit. Les dates de création de tout cela est tout petit. Vous allez me dire, mais l'Égypte quand même, l'Égypte, c'est vieux, il y a les pharaons, c'est vieux l'Égypte. L'Égypte devient un État autonome de l'Empire ottoman en 1867. C'est le Khedivat d'Égypte, qui devient un protectorat britannique en 1914, le Sultanat d'Égypte, avant de prendre son indépendance en 1922 et de devenir une république en 1953. C'est-à-dire que l'Égypte, et on va le voir tout à l'heure, ça va être très important, en tant que pays indépendant, date de 1953. C'est-à-dire 5 ans après la création de l'État d'Israël. C'est juste pour resituer les choses. Parce que d'un seul coup, on se rend compte que tout le monde joue dans la même cour, je dirais. Il n'y a aucun pays, parmi tous ceux qu'on va citer, qui a une histoire pluriséculaire. Évidemment qu'ils ont des histoires, mais Israël aussi a une histoire. Donc ça veut dire que si on veut partir sur l'histoire, à ce moment-là, on peut partir sur l'histoire. Mais à ce moment-là, on se rendra compte, comme on l'a vu les dernières fois, qu'il y a toujours eu des habitants juifs en Israël. La preuve, c'est qu'au Moyen-Âge, pourquoi les banquiers juifs fonctionnaient bien? Parce qu'ils avaient de la famille sur la terre d'Israël qui faisait la jonction avec les 3 continents. Et c'est pour ça qu'en fait, il pouvait y avoir des lettres de change qui étaient très simples, puisque personne ne se déplaçait, ni de l'argent. C'était simplement des lettres. Et comme il y avait de la famille sur place, tout se passait bien. Donc si on veut jouer sur l'histoire, à ce moment-là, c'est un autre débat. C'est autre chose. Mais maintenant, on va rester sur des faits. Et les faits, ceux-là même qui sont nommés dans les conflits actuels. Puisque ce sont les pays d'aujourd'hui qui sont en conflit avec un pays d'aujourd'hui. Voilà. Je souhaitais vraiment repositionner cette chose parce que ce sont des faits. Voilà, vous pouvez aller sur Wikipédia, sur ce que vous voulez, comme dictionnaire historique. Vous aurez plus de détails que ça, mais vous pouvez tout conforter, tout vérifier. C'est simple. C'est pas quelque chose qu'il faut creuser et qu'on trouve la pépite quelque part. C'est su, c'est connu. C'est su, c'est connu, mais ça ne se sait pas. C'est curieux, hein. Mais dans un débat, c'est important. Et on va voir par exemple que Nasser, on va en parler tout à l'heure, le premier président, le premier chef d'État de la République d'Égypte, va avoir un rôle très important, mais à partir de 1953.
Le Sandjak de Jérusalem maintenant, appelé aussi Mutasarrifat de Jérusalem. En 1872, on va s'intéresser un petit peu au Sandjak de Jérusalem, donc sous l'Empire ottoman. En 1872, le grand vizir Mahmoud Nebin Pacha détache le Sandjak de Jérusalem, les Sandjaks de Jérusalem, de Balka, qu'on appelle aujourd'hui Naplouse, et de Dacca, qu'on appelle aussi Saint-Jean d'Acre, du Vilayet de Syrie, pour former une nouvelle province, un nouveau vilayet. Donc j'ai pris une carte du vilayet de Syrie, voilà, avec le vilayet de Beyrouth, vilayet du Liban, la province du Liban justement qui va devenir, parce que ça évolue, et justement le Mutasarrifat de Jérusalem. Donc ici on a le Sandjak d'Aqqa, le Sandjak de Balka, que j'ai représenté, que j'ai retracé ici en vert pour qu'on le voit bien, et le Sandjak de Jérusalem ici. Donc nous avons 3 provinces ottomanes, de l'Empire ottoman. Cette initiative donc, de détachement, en fait, est accueillie favorablement par les habitants des 3 religions. C'est-à-dire qu'en 1872, tout le monde trouve que c'est une très très bonne idée de découper, en fait, de détacher du vilayet de Syrie ces 3 Sandjaks. 2 mois après la création de cette nouvelle province, le nouveau grand vizir, Mida Pacha, décide de détacher Balka et Aqqa de Jérusalem pour les réunir au vilayet de Damas. Donc c'est un retour, en fait. Enfin, c'est très compliqué parce que c'est un nouveau vizir, 2 mois après le nouveau découpage en province, qui dit non, je ne suis pas d'accord. Donc il va rattacher le Sandjak de Balka et le Sandjak d'Aqqa au vilayet de Syrie. Alors, c'est un peu compliqué, mais pour bien montrer d'où ça vient. Et en 1887, les Sandjaks de Balka et d'Aqqa sont rattachés au vilayet de Beyrouth qui vient d'être créé. C'est-à-dire que c'était la Syrie, puis finalement c'est la province de Beyrouth, au vilayet de Beyrouth. Enfin, donc ça bouge en fait en permanence. Donc ça c'est pour l'Empire ottoman, qui s'oppose farouchement à l'établissement d'un État hébreu. Eh oui, puisque l'Empire ottoman c'est une de ses provinces quand même. 1914, l'Empire ottoman combat aux côtés de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale. Je dirais presque qu'ils sont du mauvais côté, quoi, puisque c'est les perdants. Là, je parle d'un point de vue purement géostratégique et géopolitique. Donc, l'Empire ottoman combat aux côtés de l'Allemagne. Les Alliés sont en difficulté et cherchent de nouveaux soutiens. C'est-à-dire que les Alliés sont en difficulté face à la puissance de l'Allemagne, de l'Autriche et de l'Empire ottoman. Et donc, ils cherchent des soutiens. Et ce qui se passe, c'est qu'en 1917, le ministre des Affaires étrangères britannique, Arthur Balfour, écrit alors une lettre ouverte promettant un foyer national juif sur un territoire dont les Britanniques ont un mandat en échange d'une aide financière des banques juives. C'est-à-dire qu'ils disent, si financièrement vous nous aidez, alors on vous donne un territoire à vous sur une zone qui est sous mandat britannique. C'est la fameuse lettre de Lord Balfour. Le principe énoncé par Arthur Balfour pour cette lettre est le suivant: une terre sans peuple pour un peuple sans terre. C'est ce qu'annonce Arthur Balfour. Voilà, une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Sur un territoire sous mandat britannique. Donc, c'est-à-dire sous autorité juridique, légale, britannique. On fait un petit détour sur cette lettre. Évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on va s'arrêter sur un détail. Si on peut appeler ça un détail. Avec une loupe, il emploie le mot Palestine. Palestine. D'où vient le nom de Palestine? On va faire quelques recherches historiques.
factuel, historique, sur qu'est-ce que c'est que ce nom. Nom officiellement donné à la Judée par l'empereur Hadrien au IIe siècle, désireux de punir les Juifs de leur révolte en 132-135 après Jésus-Christ, Bar-Koba. La révolte de Bar-Koba. Mais le territoire que définissait, il y a un petit souci, le terme Palestine n'est pas clairement défini. C'est-à-dire que Hadrien ne dit pas exactement c'est une région qui a telle frontière, c'est le secteur de la Judée. C'est le secteur de la Judée. Palestine, originellement en latin. Palaestina. Dérivé du grec ancien, Palaestine. Puis transcrit en arabe, Palestine, et en hébreu, Palestina, Palestina. Une lettre additionnelle à l'alphabet arabe est utilisée dans l'écriture du mandingue, de l'aude, du ouïghour, de l'ourdou, du persan et du sindhi pour transcrire la consonne occlusive bilabiale P. Car en arabe classique, le son P n'existe pas. Cette lettre n'est habituellement pas utilisée pour la transcription de l'arabe standard moderne, mais peut l'être pour représenter une consonne occlusive bilabiale sourde, le P, dans l'écriture, par exemple dans le dialecte algérien et tunisien. Donc c'est-à-dire qu'en arabe, le son P n'existe pas. Il y a eu une lettre de créée, mais qui n'est pas de l'arabe classique. Le terme Palestine n'est pas un terme arabe, mais un terme latin. Déjà, première chose, c'est un terme latin. Rien que le son P le montre. D'ailleurs, dans toutes les transcriptions, tout le monde a le son P, parce que l'hébreu l'a, avec la lettre F, avec un diacritique particulier qui donc donne le son P, alors qu'en arabe, c'est Palestine. Palestine. Hérodote utilise le terme latin Palaestina au 5e siècle avant Jésus-Christ, donc bien avant Hadrien, pour désigner les régions levantines proches de l'Égypte sans définir expressément de limite géographique. C'est-à-dire que pareil, ça reste très vague. Voilà. Et il emploie le terme de Palaestina. C'est à partir de ces textes que certains ont considéré que l'historien et géographe grec, Hérodote, devait désigner les Philistins, en hébreu les Pélistis. En fait, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que personne n'a jamais dit n'a jamais écrit, et Hérodote ne l'a pas fait, que les Palestiniens ou que la Palestine, c'était la Philistie ou les Philistins. C'est un rapprochement qui a été fait ultérieurement, mais qui ne se fonde sur rien. En tout cas, pas sur la linguistique. Administrativement, Hadrien joint la province romaine de Judée à la province romaine de Syrie. Petite carte géographique. La province de Syrie était celle-ci, en Bordeaux, à l'époque romaine. Parce que, là aussi, je fais une petite parenthèse, mais les choses sont encore plus difficiles, on va dire, parce qu'il y a des mots qui existent, le même mot existe pour désigner des choses différentes. Le mot Syrie, aujourd'hui, désigne un État, avec des frontières connues, mais la Syrie, à l'époque romaine, qui était un raccourci de la province de Syrie, avait des frontières totalement différentes et désignait totalement autre chose. Cependant, on parle de Syrie. Et donc, on confond les deux. Et ça donne l'impression qu'en fait, l'État d'aujourd'hui, qui est l'État de la Syrie, le pays, a une histoire très ancienne. Mais non, c'est juste que c'est le même nom. C'est comme de dire que l'État d'Israël aujourd'hui, c'est l'Israël à l'époque de David. Non. Non, c'est pas la même chose. Et la carte d'ailleurs à l'époque de David ne donne pas du tout la même chose qu'Israël d'aujourd'hui. Évidemment qu'il y a des liens. Nous sommes d'accord, c'est pas totalement non plus sans lien, décousu, distant. Mais il ne faut pas les confondre. Il ne faut pas les confondre. Donc, Hadrien joint la province romaine de Judée à la province romaine de Syrie, ce qui lui valut le nom de Syrie-Palestine, en latin Syria Palestina, ou littéralement on pourrait traduire par la Syrie palestinienne.
puisqu'il a rattaché la province de Judée à la province de Syrie. Mais cette province de Judée, qui a été renommée Palestina pour humilier les Juifs, et on l'a vu la dernière fois, et surtout pour les exclure en leur disant qu'ils n'avaient pas le droit de citer sous peine de mort dans cette zone, cette province conserve sa capitale Césarée et reste donc absolument distincte de la province de Syrie située plus au nord, capitale Antioche, capitale de la Syrie, de la province de Syrie. C'est Antioche, et c'est pas Damas. La capitale Césarée. La province de Syrie-Palestine ne correspond pas à l'Israël de l'époque, dont la capitale est Jérusalem, mais à la Judée. Voilà, donc j'ai représenté une carte avec la province romaine de Judée, les territoires sous l'autorité d'Hérode d'Antipas, d'Hérode Philippe, province romaine de Syrie, plus au nord, et les cités autonomes, parce qu'il existait aussi des cités qui étaient totalement autonomes, la Décapolis, possession directe de l'empereur romain, ville de Jeannette, Azotas et Phasélis. Bon. Ici, ça appartenait, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la bande de Gaza, appartenait en réalité à l'empereur directement. C'était une propriété privée de l'empereur romain. Quand je parle de la province de Syrie, dont la capitale était Antioche, la province de Syrie ne correspond pas à la Syrie actuelle, dont la capitale est devenue Damas à sa création en 1946. La capitale de la Syrie d'aujourd'hui n'est devenue cette ville capitale qu'en 1946. Dans le courant du IVe siècle, la Syrie-Palestine est divisée à son tour en 3 provinces, les provinces de Palestine I, Palestine II et Palestine Salutaris, plus tard qu'on appellera la Palestine III. Alors, en 300, l'empereur Dioclétien décompose la province d'Arabie en 2 provinces pour renommer la partie nord-ouest de la province Palestine Salutaris, ou Salutaris, c'est du latin. Donc ici, la province d'Arabie, elle continue, parce que c'est un peu trompeur, parce que j'ai pris une carte, mais elle continue sur le sud ici, un petit peu. Et donc ce que va faire l'empereur Dioclétien, c'est qu'il va... Toute cette zone ici, qui fait frontière en fait avec l'Égypte, au niveau de la mer Rouge, ici, il va l'appeler, il va définir, il va dire ça c'est une nouvelle province, c'est la province qu'on appelle la Palestine Salutaris. Donc je reprends une carte de l'Israël actuel pour pouvoir superposer et voir un petit peu ce que cela donne sur les territoires par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. En 390, l'empereur Théodose Ier décompose la province de Syrie-Palestine en 2 provinces, les provinces de Palestine I et Palestine II. Palestine I que j'ai tracé ici et la Palestine II que je tracé ici. Donc on a 3 provinces en fait là. Palestine I. Cette province est perdue au profit de l'empire sassanide en 614, mais est de nouveau annexée en 628, avant sa perte définitive lors de la conquête musulmane des califes bien guidés en 636. Donc on voit que ça a été très compliqué. C'est passé de l'un à l'autre à plusieurs reprises. Alors, il faut un tout petit peu parler de la conquête musulmane des califes bien guidés. Cette conquête, parfois appelée abusivement conquête de la Syrie, une fois de plus, un vocabulaire inadapté, car il s'agit d'une succession de conquêtes menées par les califes bien guidés, qu'on appelle les Rachidoun, qui sont les 4 premières personnes qui prennent la succession de Muhammad à la tête de la communauté des musulmans après sa mort. La période des califes bien guidés est celle de la sortie de l'islam des terres d'Arabie et de la conquête d'une grande partie du monde arabe actuel. Elle voit s'organiser la communauté musulmane et le Coran commence à être mis par écrit à cette époque. Et en 636, le deuxième calife bien guidé a conquis les territoires de Palestine I et Palestine II, alors sous l'autorité du diocèse d'Orient, donc c'est-à-dire chrétien,
après avoir conquis les provinces du nord-est et de l'est, les provinces d'Osroéné, la province de Syria I, la province de Syria Salutaris, les provinces de Phoenice, Libanensis et la province Arabia. Et c'est à partir de ce point d'appui qu'ils ont ensuite conquis Palestine 1, puis plus tard Palestine 2. C'est pour ça qu'on dit que c'est une conquête de Syrie, parce qu'ils venaient de la province de Syrie, qu'ils avaient conquise au préalable. Mais ce n'est pas une conquête de la Syrie, c'est une conquête de ce qu'on appelle des califes bien guidés, qui sont au nombre de 4. La Palestine 2, province du diocèse d'Orient, elle reçoit les Ghassanides, chrétiens, qui forment peu à peu une confédération vassale byzantine avec une capitale sur le Golan, créant ainsi un État tampon entre l'Empire byzantin et les tribus arabes, jusqu'à la conquête musulmane des califes bien guidés en 636. Donc on voit que la Palestine 1, ça a été un petit peu des allers-retours, tandis que la Palestine 2, ça a été direct. Voilà, la conquête des califes bien guidés. Évidemment, comme je l'ai dit à chaque fois, les dernières fois, mais chaque événement que je cite, en fait, nécessiterait d'approfondir parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, il y a eu beaucoup d'interventions, mais j'essaye de garder un fil conducteur que j'espère relativement clair. Parce que c'est chargé quand même. C'est une histoire très chargée. À partir de 636, c'est ça qui est important, puisque dans notre fil conducteur, à partir de 636, donc à partir du moment où les provinces Palestine 1, Palestine 2 sont conquises par les califes bien guidés, c'est-à-dire par les musulmans, à partir de cette date-là, et durant toute la période de la présence arabe et ou musulmane, parce que justement je fais le distinguo, mais ce n'est pas le sujet de ce soir de regarder exactement ce qui s'est passé, sur ces terres, il n'est plus jamais fait mention d'un territoire portant le nom complet ou partiel de Palestine. C'est-à-dire que le mot Palestine n'est jamais utilisé pendant les 1400 ans de présence musulmane et arabe sur le territoire. Vous ne trouverez aucun document qui le mentionne, puisqu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Jusqu'en 1917, jusqu'à la lettre de Lord Balfour. Lord Balfour utilise un terme que j'appellerais judéo-chrétien pour désigner un territoire qu'il souhaite donner aux Juifs. Pas aux Israélites, dans lesquels il y a les Juifs et les laïcs. C'est pas anodin, le fait qu'il ait employé Palestine. Ce n'est pas anodin. C'est un retour. C'est un retour à avant 636. Soit c'est un retour à avant 636, soit c'est une fermeture de parenthèse qui était ouverte en 636. Vous pouvez le lire de la manière dont vous voulez. On ne sait pas exactement ce qu'il y avait dans la tête de Lord Balfour à ce moment-là. Mais ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Historiquement parlant. Et on va voir que, mais ça on ne le verra pas aujourd'hui, on le verra la prochaine fois, que ça va être repris et que justement c'est loin d'être anodin. Ça va avoir en fait des conséquences toutes particulières. Revenons maintenant sur nous sommes en 1917, ce petit détour pour bien comprendre la lettre de Lord Balfour. En parallèle de cette lettre, entre guillemets, promesse, faite aux Juifs, banquiers, en parallèle, les Britanniques poussent les Arabes à la rébellion contre l'Empire ottoman. Voilà. Et là, je fais bien le terme, ils ne poussent pas les musulmans, ils poussent les Arabes à se rebeller contre l'Empire ottoman, en leur promettant l'indépendance sur les territoires libérés. Remarquez la subtilité. Très souvent, on dit que Lord Balfour a promis la terre qui aujourd'hui est conflictuelle, que j'appellerais justement, c'est sciemment que je l'ai appelée la terre de Canaan, c'est-à-dire pour rester assez vague,
pour ne pas faire justement, pour pas prendre parti en fait dans mon énonciation, on dit souvent que Lord Balfour il a promis cette terre aux deux, aux Juifs et aux Arabes. Non, pas du tout. Il a promis aux Arabes en disant toutes les terres que vous libérerez par rébellion contre l'Empire ottoman seront indépendantes. Et aux Juifs, il leur dit si vous nous donnez des sous, si vous nous donnez de l'argent, si vous nous soutenez financièrement, vous aurez un territoire, la Palestine. Et vous avez pu voir que la Palestine, on ne sait pas ce que c'est exactement. Parce que ce n'est pas clairement défini dans aucun texte. Juste, à la limite, sauf si on dit que Palestine, c'est le regroupement des provinces de Palestine 1, Palestine 2, Palestine 3. Mais ça n'a jamais été dit nulle part, donc on n'en sait rien. 1918. À la fin de la guerre, le Proche-Orient est démantelé et partagé entre les puissances européennes. À la fin de la Première Guerre mondiale. 1920. Le traité de Sèvres entérine les accords qu'on appelle Sykes-Picot, ou Sykes-Picot selon les prononciations, pour le partage du Proche-Orient entre la France et le Royaume-Uni. Parce que les États-Unis n'ont pas voulu signer. Les États-Unis étaient aussi conviés au partage, mais les États-Unis ont dit non, nous, on ne met pas le doigt là. Donc il n'y a eu que les signataires, il n'y a eu que les Français et les Britanniques, même si les Américains ont signé, mais ils ont signé en tant qu'observateurs. Vous pouvez retrouver les documents, je les ai regardés. Donc ils ont signé en tant qu'observateurs, on va dire médiateurs, temporisateurs, enfin, pour que les choses se passent bien, mais ils n'ont pas voulu prendre de mandat sur cette région. Ça va avoir de l'importance. Et donc, la France et la Grande-Bretagne se sont partagés le territoire. Quelque part, pas tout le Proche-Orient, mais voilà ce que j'ai représenté sur la carte ici. De l'Empire ottoman, démantelé. En tout cas, d'une partie de l'Empire ottoman. Alors, Sykes-Picot, accord secret signé en 1916, donc là on est en 1920, donc 1916 c'était pendant la guerre. Après négociation entre la France et le Royaume-Uni, avec l'aval de l'Empire russe et du Royaume d'Italie, prévoyant le découpage du Proche-Orient à la fin de la guerre en plusieurs zones d'influence au profit de ces puissances. C'est important parce que l'objectif de ce traité n'était pas pour le bien-être des peuples, mais l'objectif de ce traité, c'était pour une répartition, je dirais, économico-stratégique, géostratégique de la région, pour les intérêts des puissances. Les Sandjaks de Jérusalem, puisqu'on est sur l'éclatement de l'Empire ottoman, donc c'est les Sandjaks de Jérusalem, de Balka et d'Aqqa, passent sous mandat britannique. Petite remarque, petite annexe. Les frontières ont été créées pour satisfaire aux intérêts des alliés européens. Par exemple, le Kurdistan, peuplé par les Kurdes, ne devient pas un pays. Donc si c'est vraiment le bien des peuples qu'ils avaient souhaité, ils auraient créé un pays pour les Kurdes, puisque c'est vraiment un peuple à part. Ce n'est pas le cas. Au contraire, la partie qu'on va appeler le Kurdistan, en fait, a été même découpée en 3 parties et donnée à trois pays différents. Une partie revient aux Turcs, une autre à la France et une troisième à l'Angleterre. Bon. Les Britanniques vont créer 2 pays. Proclamé en 1921, le Royaume d'Irak obtint sa pleine indépendance en 1932. Donc c'est en 1932 que l'Irak devient un pays. Et il crée l'émirat de Transjordanie en avril 1921, à la suite des accords passés pendant la Première Guerre mondiale avec les princes arabes de la dynastie hachémite en échange de leur révolte contre les Ottomans. Donc c'est l'émirat de Transjordanie. Ce ne sera pas encore la Transjordanie et la Jordanie. Voilà, le découpage. Donc avec la Transjordanie et l'Irak. Chacun devient un royaume avec les rois Faisal pour l'Irak et Abdallah pour l'émirat de Transjordanie, tous les deux fils de Hussein, roi de Hedjaz. Hedjaz, une partie de l'Arabie Saoudite d'aujourd'hui. C'est pour bien comprendre les implications en fait, parce qu'il y a comment on va dire,
des traités, il y a des liens privilégiés aujourd'hui entre certains pays, parce que historiquement, c'est pas anodin. Par exemple, le départ des dynasties sur la Transjordanie et sur l'Irak sont deux frères. Et donc, ça va expliquer, en tout cas dans les premiers temps de chacun de ces pays, des relations privilégiées. L'émirat de Transjordanie devient le royaume hachémite de Jordanie en prenant son indépendance vis-à-vis du royaume britannique en mai 1946, 2 mois après le terme du mandat britannique sur le territoire. C'est-à-dire que l'objectif du mandat britannique était d'amener à l'indépendance certaines régions. Donc c'est ce qui a été fait. Et 2 mois après la fin du mandat britannique, on a ce qu'on appelle aujourd'hui la Jordanie, mais le royaume, le royaume hachémite de Jordanie, qui est créé en 1946. Donc pour bien comprendre, voilà, en 1920, le fait que les Sandjaks de Jérusalem, de Balka et d'Aqqa passent sous mandat britannique. Alors, le Sandjak de Jérusalem contient 10% de population est israélite. 90% de la population est arabe. Pour donner à peu près la proportion au départ, en 1920. Donc elle n'était pas arabe exclusivement. Elle était très majoritairement arabe, mais pas exclusivement. Rapidement, la population juive passe de 10% à 30%. Alors, on n'a pas de réduction de la population arabe. En pourcentage, évidemment, on a une réduction, puisque la population numéraire d'Arabes reste la même. Mais le nombre de Juifs augmente. Et pourquoi elle augmente? En raison des migrations massives dues aux persécutions dans l'URSS essentiellement. Pas exclusivement encore, mais essentiellement. Les pays de l'Est, l'URSS, qui persécutent les Juifs, en fait, fait qu'il y a beaucoup de Juifs qui vont émigrer dans cette zone-là. Voilà, dans cette zone-là. 30%, il commence alors à y avoir des tensions importantes entre les deux populations, israélites et arabes. C'est là que ça commence. Je dirais que c'est là que, historiquement, commencent les premières tensions. On ne parle pas de conflits, on parle mais les premières tensions sérieuses. Et tout ça, principalement pour l'occupation des terres, évidemment. Évidemment. En 1945, fin de la Seconde Guerre mondiale, avec ces horreurs dévoilées au monde, dont le plan d'extermination de la population israélite juive des nazis. Je mets donc parce que ce n'est pas que ça. Il y avait aussi les tziganes qui ont beaucoup souffert, et beaucoup de choses, beaucoup d'atrocités, d'expériences médicales, etc., dans cette période, jusqu'en 39-45 et un petit peu avant même, puisque ça a commencé en Allemagne en 33. Mais voilà. Et à la fin de la guerre, en fait, le monde découvre l'horreur de certaines pratiques, dont le plan d'extermination, la solution finale, le plan d'extermination de la population israélite. Alors j'ai mis israélite juive des nazis. Parce que selon les documents que vous avez, par exemple, ils pourchassaient les hommes juifs circoncis. Or, les hommes juifs circoncis, ce sont les juifs. Parce qu'un Israélite laïque ne se faisait pas circoncire. Donc, selon les commandants de l'armée, selon les régions d'Allemagne et puis conquises par l'Allemagne, et selon les personnes qui géraient ces régions, c'était pas toujours la même politique, très précise. Voilà. 1945, donc fin de la Seconde Guerre mondiale, avec les horreurs dévoilées, on revient sur ce point-là. Et là, on est à la fin de la guerre, tellement de sujets qui ont déjà été abordés sur la guerre, j'en ai pas parlé, puisque voilà, on garde notre fil conducteur. Plusieurs idées circulent en Europe pour les Juifs. Et les Israélites tout particulièrement, je dirais plus largement. La construction d'un État unitaire qui serait un État binational israélite et arabe, et la construction de 2 États séparés, avec un S, un État pour les Israélites et un État pour les Arabes. Voilà, il y a deux grandes idées qui circulent par rapport à la promesse de Lord Balfour, de faire soit on fait 2 États, un pour les Israélites
et un pour les Arabes, soit on fait un seul État pour les deux. Après de longues discussions, en 1947, l'ONU opte pour le plan à 2 États. Voilà ce qui est proposé par l'ONU en 1947, avec 55% des terres pour l'État hébreu et 45% des terres pour l'État arabe. Et avec une zone internationale située à Jérusalem et ses alentours. Voilà le plan proposé par l'ONU. Alors, il y a un écart important malgré la population arabe plus importante que la population israélite. C'est-à-dire qu'on peut se dire, que c'est assez surprenant. Et certains utilisent cet écart pour dire, on voit bien qu'il y avait un parti pris. Et, voilà. Et on repart dans l'accusation et on repart dans les passions. Restons factuels et recherchons historiquement pourquoi il y a eu cet écart. Eh bien, il y a eu cet écart car il prend en compte le taux de migration moyen de la population israélite depuis les années 20. C'est-à-dire qu'en fait, il savait que la population de 1947 actuellement sur le territoire n'était pas définitive. C'est-à-dire qu'il y allait avoir d'autres migrations. Donc, ils ont estimé, voilà, c'est une estimation, parce que comment est-ce qu'ils pouvaient le savoir, je dirais précisément. Donc, ils ont estimé qu'il y allait avoir encore plus de Juifs et d'Israélites à venir sur ces terres, surtout à partir du moment où il y aurait eu un État hébreu. Et donc, ils ont déjà anticipé, en fait, quelque part, où ils ont essayé d'anticiper la migration. Donc, l'idée n'était pas de prendre un parti pris, etc. C'était d'essayer d'être juste. 1948, le 14 mai, David Ben Gourion proclame l'État d'Israël. Le lendemain, le 15 mai, de la déclaration de David Ben Gourion, la première guerre israélo-arabe éclate. Le lendemain. C'est même pas 24 heures. 1949. Le 10 mars 1949, Israël gagne la guerre déclarée par une coalition arabe. Coalition arabe, alors c'est pas très précis. De 5 500 à 10 000 Égyptiens, entre 4 500 et 9 000 légionnaires transjordaniens, entre 6 000 et 7 000 Syriens, entre 4 500 et 8 000 Irakiens, entre une poignée et 3 000 Libanais, et 12 000 irréguliers arabes et 5 à 6 000 hommes de l'armée de libération arabe. Alors l'armée de libération arabe, armée de volontaires des pays arabes, voulue par la Ligue arabe et créée principalement à l'initiative de la République arabe syrienne, la Syrie, dès sa création en 1946. C'est-à-dire qu'en 1946, dès sa création, le pays, l'État de Syrie, que nous connaissons aujourd'hui, a créé cette armée de libération arabe qui devait appeler des Arabes de tous les pays pour former cette armée. Alors au départ, il était prévu que cette armée devait compter 30 000 hommes. Et en fait, il y a eu 6 000 hommes qui se sont portés volontaires pour intégrer cette armée-là, mais pas plus. Et ça n'a jamais été plus que 6 000. Donc là, c'est la totalité de l'armée de libération arabe. La défaite de la coalition arabe, qu'on appelle la Nakba, amène Israël à étendre son territoire. La Nakba, le terme arabe qui signifie catastrophe ou désastre, avant la création de l'État d'Israël, il se référait, ce mot, communément à la bataille de Maïsaloun, qui opposa en 1920 l'armée française à la révolte arabe menée par Faisal. Parce qu'ils avaient perdu. Parce que souvent on nous dit que la Nakba, ça désigne cette défaite-là. Ça a été repris. Alors évidemment que dans l'esprit, ça se rapporte davantage à cette défaite. Mais il faut savoir que historiquement, ce mot avait un sens avant. Une fois de plus. La surface territoriale israélienne passe de 55% à 78%. Donc on est passé de ça à ça. Là, en 1949.
l'État arabe du plan onusien initial n'est pas créé. C'est-à-dire que, normalement, rappelez-vous, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, avait opté pour la création de 2 États. En mai 1948, création de l'État hébreu. Le lendemain, déclaration de guerre de plusieurs pays, ce qui a empêché la création de l'État arabe, de l'État qui aurait été peut-être la Palestine, j'en sais rien, mais en tout cas de l'État arabe, puisque c'était en guerre. Et à la fin de la guerre, pas de création de l'État arabe. Pourquoi ? C'est les Arabes qui n'ont pas voulu d'un État arabe. C'est pas Israël. C'est les Arabes qui ont refusé la création d'un État arabe. La Jordanie occupe la Cisjordanie et Jérusalem-Est. Et la Jordanie refuse de lâcher ses territoires pour créer un État arabe indépendant. Donc c'est le problème de la création, du refus de la création de l'État arabe provient des Arabes. De la Jordanie essentiellement, et de l'Égypte qui occupe Gaza et sa région. Et qui ne veut pas laisser ce territoire à un État arabe indépendant. Régions qui auraient dû être les territoires du nouvel État arabe. Les États arabes signifient le refus massif de reconnaître l'existence de l'État d'Israël. C'est-à-dire qu'ils sont en désaccord, voilà, bon, ok. Donc ils refusent. Ils ne refusent pas l'offre onusienne. Dans aucun document, vous verrez qu'ils refusent ce que l'ONU a proposé. Ce qu'ils refusent, c'est la création de l'État d'Israël. Et ce qu'ils annoncent, officiellement, la destruction de l'État d'Israël fait officiellement partie de leur programme. C'est-à-dire que non seulement ils refusent, mais en plus ils disent qu'ils veulent la destruction de l'État d'Israël. C'est officiel. Le 9 avril 1948, au cours de la prise du village de... Alors je vais pas mettre la petite introduction, mais je vais regarder un fait particulier sur cette guerre, qui est très connu, hein, c'est le massacre de Deir Yassin, hein, dont on en parle beaucoup. Parce que dans tout ce qui s'est passé, la Bible, la parole de Dieu, annonce énormément de choses d'un point de vue prophétique. On n'a pas regardé parce que ça aurait été très très long. Je fais juste un petit clin d'œil là sur un texte biblique pour vous montrer que le texte biblique est d'une précision extraordinaire et surtout que, en très grande partie, ce texte est prophétique. Je reviens sur ce qui s'est rapidement, parce que ce n'est pas le sujet, mais le 9 avril 1948, au cours de la prise du village de Deir Yassin, à l'ouest de Jérusalem, durant la guerre civile de 1947-1948, donc c'est avant, hein, juste avant la déclaration, 120 combattants de l'Irgun et du Lehi commettent un massacre connu sous le nom de massacre de Deir Yassin. Alors je reviens sur ce massacre. À l'époque, la presse et différents commentateurs rapportèrent le nombre de 254 victimes massacrées. Les historiens évaluent aujourd'hui le nombre de tués entre 77 et 120. Après des recherches, là, il y a énormément de sources. Vous allez sur Wikipédia, vous tapez massacre de Deir Yassin et vous aurez les sources et vous aurez plein de choses. Irgun. L'Irgun, de son nom complet, Irgun Tzavai Leumi, organisation militaire nationale, parfois abrégée Hetzel, anglicisme sous la forme de IZL, avec une organisation armée nationaliste israélienne. C'était avant l'État hébreu, hein. Donc c'était des groupes indépendants. C'était pas l'armée de l'État hébreu, puisque l'État hébreu a été créé en mai. On est un mois avant, donc c'est pas l'État hébreu. Et le Lehi, acronyme hébreu pour Loramei
Echot Israël, combattant pour la liberté d'Israël. Il fut un groupe armé radical créé en septembre 1940 et n'hésitant pas à se décrire comme terroriste. Comme ça au moins c'est clair. Et donc, parce que souvent on reproche ce massacre à l'État hébreu, mais c'était avant l'existence de l'État hébreu. Donc juridiquement, ça ne peut pas être l'État hébreu. Certes, ce sont des Israélites, hein, mais ce ne sont pas des Israéliens. Parce que pour être Israélien, il fallait que l'État existe. Or, l'État n'existait pas. Pour ça, je vous dis, quand on parle de certains sujets, il faut faire attention à être précis, parce que sinon, en fait, on mélange tout. Ce massacre marqua les esprits de l'époque et l'un des événements majeurs qui rallia les Arabes pour entrer en guerre contre Israël le lendemain de la proclamation de son existence. C'est-à-dire que c'est l'un des éléments, c'est pas le seul bien sûr, mais c'est l'un des éléments majeurs qui a rallié le monde arabe contre la création de l'État d'Israël. On va dire que ça a été comme en chimie, vous savez, un révélateur. Voilà. 5 armées commanditées par 6 nations arabes attaquèrent Israël. L'Égypte, la Syrie, l'Irak, le Liban, la Jordanie et la Turquie. Je prends un passage biblique. La traversée du Jourdain, l'interdit jeté sur Haï et le péché d'Acan ont eu des mêmes effets sur les rois environnants de l'époque que le massacre de Deir Yassin. À l'époque de Josué. Josué 5.1. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous eussions passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. Ils furent consternés. Josué 9.1 et 2. À la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la Grande Mer jusque près du Liban, les Hétiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, s'unirent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Et si je regarde bien, on a la reproduction, je dirais, puisqu'on a 6 pays, 6 nations à l'époque, qui vont se mettre contre Israël suite à un massacre à Haï. Et je renvoie vers l'étude sur Jéricho pour comprendre que c'est un massacre que Dieu n'avait absolument pas demandé. Puisque Dieu avait demandé à Josué, par l'intermédiaire de son serviteur Moïse, d'aller directement sur le mont Ébal et de ne pas faire de guerre, mais d'aller sur le mont Ébal pour aller monter un autel et adorer Dieu et s'établir dans une zone où il n'y avait personne, l'archéologie le montre. Donc c'est Josué qui a décidé d'aller à Jéricho, puis à Haï, pour combattre. Et on a le même schéma. Alors évidemment, étudier le texte serait fort intéressant, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. C'est pour montrer qu'il y a évidemment une sorte de... C'est plus qu'une résonance en fait. L'effet prophétique. Bibliquement, la prophétie des faits bibliques qui sont rapportés, c'est comme un projecteur avec un écran et vous avez un bâton que vous mettez devant le projecteur. Le bâton va créer une ombre. Et plus l'écran s'éloigne dans le temps, et plus l'ombre est grande. Mais l'écran, c'est comme s'il apparaissait à l'époque de Josué, et puis il apparaît en 1948. Et on a le même schéma. Et l'effet prophétique biblique, en fait, c'est le même principe. C'est ce principe-là. Voilà, c'était la petite parenthèse. Au même titre que la Seconde Guerre mondiale a été prédite dans Genèse et dans Esther, que tout est détaillé avec le nombre de morts, les convois, etc. Tout est détaillé prophétiquement dans Genèse et dans Esther. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Hitler n'a pas pu détruire le judaïsme, parce que les rabbins le savaient, et quand ils ont vu les actions d'Hitler quand il est monté au pouvoir, c'est eux qui ont dit « Attention, la prophétie se réalise, il faut réagir ». Et donc, c'est là que la yeshiva de Berlin a été sauvée. Je renvoie vers les 2 études sur la Seconde Guerre mondiale pour avoir plus de détails. En 1956, le 29 octobre 1956, une alliance entre le Royaume-Uni, la France et Israël déclare la guerre à Jamal Abdel Nasser, président du Conseil de commandement révolutionnaire de la République d'Égypte, nouvellement créé, puisque créé en 1953, donc 3 ans avant. Et donc, chef d'État de facto, parce qu'à partir du moment où Nasser était président du Conseil de commandement révolutionnaire de la République d'Égypte, de facto, il était chef d'État.
Alors il propage la notion de nationalisme arabe et le panarabisme, ainsi que l'opposition à Israël depuis 3 ans. C'est-à-dire qu'on a la guerre qui est déclarée à Nasser, qui depuis 3 ans, depuis que la République, enfin depuis que, oui là c'est ça, on va dire la République d'Égypte existe, ne fait que propager la notion de nationalisme arabe, et non pas égyptien mais arabe, et le panarabisme. Alors le panarabisme, on va détailler ce que c'était, mais surtout l'alliance, quelle était cette alliance entre le Royaume-Uni, la France et Israël. C'est une alliance secrète actée par le protocole de Sèvres. Regardez, on a déjà parlé de Sèvres. C'était en 1916. Donc ils reprennent le même terme. Dont les entretiens se sont tenus du 21 au 24 octobre 1956, formés par la France, le Royaume-Uni et l'État d'Israël, à la suite de la nationalisation du canal de Suez par l'Égypte le 26 juillet précédent. Cette rencontre est précipitée du côté français par la découverte que l'Égypte arme le FLN en Algérie et par le fait que le président américain, Eisenhower à l'époque, pourtant sollicité à l'ONU, préfère gérer sa campagne de réélection plutôt que le blocage de la circulation des bateaux sur le canal de Suez. Parce que ce qui a fait réagir, c'est que la nationalisation du canal de Suez, qui était français, bloque les navires, et tout particulièrement les navires israéliens. Mais pas exclusivement, mais tout particulièrement. Donc là, il y a une alliance qui se forme. Alors le panarabisme, mouvement politique, culturel et idéologique fortement séculier, qui vise à réunir et à unifier les peuples arabes. Il se propose de défendre l'identité arabe. Alors là aussi, il y aurait beaucoup à dire, parce que quand on parle d'identité arabe entre des Arabes et des Maghreb, ça ne peut pas être une identité arabe, puisque les deux cultures sont totalement différentes. Je ferme la parenthèse, parce que c'est vraiment un autre sujet. Mais il n'y a pas d'identité arabe sur le nord de l'Afrique et le Moyen-Orient. Il peut y avoir une identité arabe au Moyen-Orient, c'est clair. Il suffit de regarder la culture arabe pour s'en convaincre. Mais au niveau du Maghreb, c'est différent. La France et Israël. La France et Israël étaient politiquement très proches. Shimon Peres, alors directeur général du ministère de la Défense israélienne, avait un bureau permanent au ministère français de la Défense. Car les deux pays luttaient contre le nationalisme arabe, en Algérie pour la France et à ses frontières pour Israël. Donc en fait, ils luttaient un petit peu contre les mêmes procédés, les mêmes logiques, les mêmes façons de faire. Et donc Shimon Peres avait un bureau permanent au ministère de la Défense en France, pour montrer qu'ils étaient très proches. L'armée israélienne envahit l'est du canal. Donc l'armée israélienne, le 29 octobre 1956, envahit l'est du canal, suivi rapidement par les Français et les Britanniques qui bombardent à partir du 31 octobre, parachutent et débarquent leurs troupes le 5 novembre, officiellement comme des troupes de maintien de la paix. C'est-à-dire qu'en fait, officiellement, c'était pour dire non, mais c'est parce que là, il y a un problème, on va maintenir la paix. Finalement, alors que les Égyptiens sont battus militairement, avec un cessez-le-feu le 7 novembre, les coalisés, en échange de certaines concessions économiques, sont obligés de battre en retraite sous la pression des États-Unis et de l'URSS. Donc le 22 décembre, retour. Sous la pression, donc la guerre était gagnée, enfin c'était gagné, mais sous la pression des États-Unis et de l'URSS. Les États-Unis, pourquoi ? Les États-Unis ne veulent pas prendre le risque de protéger les Britanniques et les Français pour rentrer dans une guerre, une guerre en Europe, enfin dans la partie Europe-Moyen-Orient, dont ils sont sortis il n'y a pas très longtemps, donc on ne va pas y remettre les pieds. Donc là, ils ne veulent pas soutenir. Donc en fait, la pression, c'est simplement... Les États-Unis n'ont pas fait pression pour qu'ils partent, mais les États-Unis ont dit « Non, mais là, vous n'êtes pas ». Donc ça les fragilisait. Et l'URSS, en pleine guerre froide, l'URSS s'oppose aux alliés des États-Unis en passant une alliance avec l'Égypte, puis avec plusieurs pays arabes. C'est à partir de là que l'URSS, par réaction et pour s'opposer, je dirais presque de façon systémique, au bloc de l'Ouest, passe un accord avec l'Égypte, puis avec plusieurs pays arabes,
pour dire « Moi, je vous aide parce que de toute façon, je suis contre les États-Unis ». Historiquement, le soutien russe, on va dire, pour aller plus loin dans l'histoire, donc soviétique puis russe, avec le monde arabe, vient de là. Certains pays du monde arabe vient de là, de cette réaction durant la guerre froide. 1967, le 5 juin, Israël déclare la guerre à l'Égypte, la Jordanie et la Syrie en réaction au mouvement de troupes égyptiennes et à la suite du blocus du détroit de Tiran aux navires israéliens par l'Égypte. Le soir de la première journée de guerre, la moitié de l'aviation arabe est détruite. Le soir du 6e jour, les 3 armées sont défaites. La guerre éclair, appelée guerre des 6 jours. C'est la guerre des 6 jours. Là aussi, il y aurait beaucoup à dire sur les prophéties bibliques qui se sont appliquées pendant cette période, mais bon, pendant ces 6 jours. Mais ce n'est pas le sujet, si on s'en ramènerait trop tard. En moins d'une semaine, l'État hébreu tripla son emprise territoriale, l'Égypte perdit la bande de Gaza et la péninsule du Sinaï, la Syrie fut amputée du plateau du Golan, et la Jordanie et la Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Donc là, c'est la partie territoire occupé par Israël au terme de cette guerre. Donc c'est voilà, récupération de énormément de parties. Jérusalem-Est. La prise de la vieille ville de Jérusalem est plus symbolique encore que la défaite arabe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est surtout la prise de Jérusalem qui va être le trophée israélien. L'annexion de ces territoires n'est pas reconnue par le droit international ni par aucune nation. Et le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté une résolution qui rappelle l'interdiction de l'acquisition de territoires par la force et qui demande la restitution des territoires occupés par Israël à l'Égypte, à la Syrie et à la Jordanie, qui occupaient ces territoires pour refuser l'établissement d'un nouvel État arabe. Là, on a quelque chose qui est, à défaut d'être cocasse, on va dire presque kafkaïen. C'est-à-dire que on a ici Israël qui occupe des terres et qui doit les restituer, et c'est logique, puisque en fait, on n'a pas le droit de comme ça, pour l'équilibre mondial, on arrête un peu les batailles du Moyen-Âge, là, et donc il y a une sorte de surveillance, on va dire, internationale. C'est logique. Mais ce qui est bizarre, c'est que on va demander à Israël de restituer ses terres à des pays qui occupent ces terres, alors que ces terres ne devraient pas être occupées par ces pays, mais devraient être un État arabe indépendant. Vous voyez la situation très compliquée, en fait. Parce que l'occupation de l'Égypte, de la Syrie et de la Jordanie sont en réalité, par rapport au choix onusien de 1948, de faire 2 pays différents, 2 nations, mais en fait, son occupation d'un territoire qui, normalement, devrait être une nation indépendante. Et on demande à Israël de restituer ces territoires à des gens qui les occupent. Qui les occupent au regard du droit international, illégalement. Je ne suis pas en train de dire que... Voilà, c'est au regard du droit international. C'est pour ça que ça a été très compliqué dans les discussions, parce qu'Israël a revendiqué, en fait, en disant « Oui, mais je les rends à qui ?» Les alliances avec Israël changent à partir de cette guerre de 6 jours. Charles de Gaulle avait prévenu Shimon Peres en disant que si Israël était attaqué, il manque un bout là, mais si Israël était attaqué, la France aiderait Israël, mais si Israël attaquait, la France ne la soutiendrait pas. Ne le soutiendrait pas, Israël. Donc, qu'est-ce qu'a fait Charles de Gaulle ? Charles de Gaulle, au nom de la France, a rompu son alliance avec Israël. Les États-Unis, jusque-là très réticents à soutenir Israël dans sa création et dans son positionnement vis-à-vis des pays arabes, se substituent à la France dans une alliance forte et pérenne. Pourquoi ? Parce que c'était en guerre froide et que de l'autre côté, il y avait les Russes. Il y avait les Soviétiques.
Et comme il y avait les soviétiques, il fallait absolument que les États-Unis se positionnent en face des soviétiques. Sinon, qu'est-ce qui allait se passer? Les soviétiques allaient prendre un petit peu de supériorité sur cette zone-là, qui est une zone stratégique, on l'a vu. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que va intervenir le soutien, on va dire presque indéfectible, des États-Unis vis-à-vis d'Israël. Mais le soutien des États-Unis vis-à-vis d'Israël n'est pas lié aux banques juives et tout ce qu'on peut dire. Elle est historiquement située là parce qu'il fallait une réaction face aux soviétiques, en pleine guerre froide. Soviétiques qui étaient dans certains pays arabes. Là, on a commencé à expliquer le positionnement des différentes pièces du jeu d'échecs dont la partie se déroule encore aujourd'hui. Avec le positionnement des puissances et pourquoi, comment ça s'est mis en place. De façon historique et factuelle. Il ne s'agissait pas, vous l'avez pu remarquer, à aucun moment il ne s'agit, sauf d'idéologie ou de religion, sauf dans le refus idéologique de certains pays arabes, de reconnaître l'État d'Israël, de dénoncer clairement leur volonté de détruire l'État d'Israël. Voilà, là, on est plutôt sur un positionnement idéologique que politique ou géostratégique. Je vous ai mis ici une bibliographie qui n'est pas exhaustive, mais qui permet d'avoir pas mal de choses. Et donc, nous verrons la semaine prochaine, bien, à partir de ce positionnement jusqu'en 1947, où on voit que là, quelque part, c'est comme le début de partie d'échecs où les pions se positionnent avec les éléments forts. Pour les joueurs d'échecs, vous avez des éléments forts, cavalier, tour, voilà. Regardez comment ça se positionne pour protéger le roi et la reine. Et là, on va voir comment maintenant la partie va se jouer. On verra ça la semaine prochaine, jusqu'à aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.